J'ai eu mon premier ensemble de golf quand j'étais un jeune adulte. Étant quelqu'un de relativement responsable, je me suis dit, je vais me pratiquer avant d'aller sur un terrain de golf pour la première fois. Donc, c'est ce que j'ai entrepris. Et pour ceux qui sont plus ou moins familiers avec le golf, je suis allé à ce qu'on appelle un champ de pratique. Un champ de pratique, essentiellement, c'est un grand terrain vague avec des marqueurs de distance et les gens s'installent avec leur équipement, plusieurs balles et répètent le mouvement de golf énormément de fois jusqu'à temps, on l'espère tous, qu'il s'améliore pour avoir une meilleure technique. Donc, c'est ce que j'ai fait et j'y allais seul à ce fameux champ de pratique-là. Donc, je me suis dit, je vais devoir trouver une façon de mesurer mon progrès. Je vais devoir avoir une façon de me donner ma propre rétroaction pour savoir si au final, je vais dans la bonne direction. Donc, ce que j'avais à ma disposition de plus facile et de plus accessible, c'était les fameuses distances que ma balle parcourait. Donc, naïvement, je me suis dit, si j'arrive à frapper ma balle loin, ça va potentiellement faire de moi un bon golfeur. Alors, j'ai commencé à pratiquer, à frapper beaucoup de balles, toujours en gardant en tête que je devais envoyer les balles le plus loin possible. Après un certain temps, évidemment, j'ai peaufiné ma technique, j'ai commencé à avoir des résultats intéressants. Mais à ce moment-là, j'étais accro. Je voulais toujours frapper plus loin. C'était rendu mon objectif en soi. Alors, j'ai continué à pratiquer, mais j'ai commencé à modifier légèrement ma technique. Des fois, j'allais faire des choses qui allaient me donner un peu plus de distance. On parle de peut-être une dizaine de mètres de plus. Mais j'allais introduire des variables dans mon élan de golf qui étaient uniquement dans le but d'aller plus loin. Éventuellement, je me suis dit, bon, j'ai pratiqué assez, c'est le temps de d'utiliser ma nouvelle expérience de nouveau golfeur et d'aller sur un vrai terrain. Et à ma grande surprise, ça a été une catastrophe totale. Ce que j'ai réalisé une fois sur le terrain, c'est que oui, la distance, c'était un élément clé, mais la précision, la constance de mes coups, c'était tout aussi important. Pourquoi? Parce que sur un terrain de golf, il y a des obstacles. Il y a de la forêt, il y a des plans d'eau, il y a des trappes de sable. Donc, oui, je frappais ma balle très fort, mais je la positionnais dans un endroit où, après ça, pour mon prochain coup, j'étais en position difficile. Et au final, à la fin de ma partie, j'avais un score qui était plutôt décevant. Bon, pourquoi je vous parle de ça en ce moment, ce soir? C'est parce que j'ai retenu une bonne leçon de cette expérience-là. Quand j'ai été moi-même capable de constater les impacts que ça avait eu, toute ma pratique qui était alignée seulement sur une métrique, c'est-à-dire la distance que je parcourais avec ma balle, je me suis dit, j'aurais aimé avoir quelqu'un, à un moment donné, qui vienne m'interpeller et me dire, il y a d'autres métriques que tu vas devoir considérer et qui vont faire de toi un bon golfeur à la fin. Et j'ai gardé cette leçon-là en tête tout au long de mes études et de ma carrière. Et maintenant, je suis rendu professeur à l'Université de Sherbrooke en robotique. Et je suis capable de faire certains parallèles avec cet épisode-là de ma vie, parce que tout d'abord, en tant que scientifique, j'ai un objectif assez général qui est d'amener des nouvelles technologies, des nouvelles solutions qui vont bénéficier au plus grand nombre. C'est un peu mon idée de partie de golf parfaite, c'est d'arriver à faire une différence. Maintenant, comment on peut mesurer cette différence-là? Moi, je travaille, comme on l'a dit, en robotique et plus précisément en audition en robotique, en reconnaissance vocale. Ce que c'est essentiellement la reconnaissance vocale, si je dois simplifier énormément, c'est on prend un signal audio et on tente d'analyser les mots, de les reconnaître, les mots qui ont été prononcés dans l'extrait audio. Et naïvement, ce qu'on va utiliser pour mesurer la performance de notre analyse, c'est la quantité, le pourcentage de mots qu'on a correctement identifiés. En d'autres termes, idéalement, on voudrait avoir un taux de reconnaissance de 100 %. Ça veut dire qu'on a reconnu l'ensemble des mots qui étaient présents dans le segment. C'est notre objectif final. Dans les dernières années, vous avez sûrement entendu parler, vous l'avez vu dans les présentations précédentes, l'intelligence artificielle a occupé une place phénoménale dans le domaine technologique. Mon domaine a également été, je ne veux pas dire, n'a pas été épargné, mais disons, a bénéficié de ces avancées-là. Et on a vu des avancées phénoménales en termes de reconnaissance vocale. Donc, l'intelligence artificielle, c'est un terme assez général.
mais on parle souvent ici de ce qu'on appelle l'apprentissage profond. L'apprentissage profond, c'est essentiellement créer des modèles mathématiques extrêmement complexes avec des millions de paramètres qui vont permettre de produire des prédictions pour une tâche précise. Dans mon cas, en ce qui me concerne, c'est la reconnaissance vocale. On a observé qu'avec ces nouvelles méthodes-là, on allait chercher maintenant des taux de reconnaissance qui dépassaient l'état de l'art des 30, 40, 50 dernières années avec les méthodes plus classiques. On s'est approché de taux qui frôlent de plus en plus le 100 %. Mais, évidemment, il y a un revers à ça, c'est que les modèles qui sont énormément complexes demandent une quantité de calcul importante, surtout au moment où on développe et on crée ces modèles-là. Donc, on utilise les ordinateurs pour ce qu'on appelle entraîner les modèles, et ce n'est évidemment pas des ordinateurs comme ceux qu'on a à la maison, c'est des super ordinateurs dans des centres de données qui font une quantité phénoménale de calculs. Pour vous donner un exemple, l'entraînement d'un réseau, ce qu'on appelle un réseau de neurones ou un modèle d'apprentissage profond, on peut parler de plusieurs semaines d'entraînement pour des centaines d'ordinateurs dans un centre de données. Si on regarde l'utilisation d'électricité que ça représente, ça peut être facilement ce qu'on aurait eu besoin pour alimenter un petit village pendant 1 an d'électricité. On arrive donc à un point où, en tant que scientifique, on s'intéresse strictement pour le moment à la performance en termes de taux de reconnaissance. C'est devenu un peu notre métrique qu'on utilise pour évaluer à quel point notre objectif comme scientifique se rapproche de notre idéal. Ce que je vous pose comme question en ce moment, c'est si j'ai un taux de reconnaissance de 98 % sur mon téléphone quand je vais prononcer quelque chose, le fait de passer à un taux de 99 %, qu'est-ce que ça va m'apporter comme individu en termes d'expérience, en termes de retombées? Qu'est-ce que ça va apporter à l'ensemble de notre société vis-à-vis l'entraînement de modèles qui a pris plusieurs semaines, qui s'est fait sur des ordinateurs extrêmement énergivores et dans la plupart des cas en utilisant des énergies non renouvelables, parce que vous savez qu'à l'exception du Québec, il y a encore beaucoup de pays industrialisés qui utilisent le charbon et le pétrole pour produire leur électricité. On arrive donc à un point où est-ce qu'on fait une obsession sur la performance numérique, qui est le taux de reconnaissance, un peu comme j'avais cette obsession à vouloir frapper ma balle de plus en plus loin, même si c'était pour aller chercher quelques mètres de plus. Moi, ce que je propose, ce que je pose comme question, c'est est-ce qu'on ne devrait pas faire un pas de recul et se remémorer c'est quoi notre objectif final, pourquoi qu'on fait de la science, pourquoi que moi je fais du génie, pourquoi que mes collègues en font? C'est peut-être parce qu'au final, on veut avoir une solution qui va bénéficier au plus grand nombre. Dans le contexte actuel, la communauté scientifique utilise des métriques qui tendent à s'éloigner parfois de cet objectif-là qui est plutôt noble et qui est très, très, très spécialisé pour des tâches particulières. Donc, ce que je veux amener comme point aujourd'hui, puis c'est une question que je lance, mais je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse ce soir même, c'est est-ce qu'on peut revoir nos métriques? Est-ce qu'on pourrait repenser comment on calcule les performances de nos systèmes, comment on s'auto-évalue entre scientifiques pour que ça reflète mieux les besoins qu'on a comme société? Je vous pose la question, je sais qu'il y a des scientifiques parmi nous, mais je sais qu'il y a également beaucoup de gens de tous les domaines, puis je pense que c'est une question qui va devoir inclure tous les acteurs pour être capable d'arriver à des optimisations qui vont nous amener dans la direction qui va bénéficier au plus grand nombre. Donc, aujourd'hui, je lance la question, ce soir, je lance la question, et j'espère que d'ici quelques années, quelqu'un va prendre ma place et va arriver avec des propositions qui vont être intéressantes, qui vont nous permettre de rectifier le tir pour aller dans une direction qui va bénéficier au plus grand nombre, et on l'espère, de nous rapprocher de notre partie de golf parfaite. Merci beaucoup.